Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de septembre, qui est donc mon troisième. Dans ce point lecture, j'ai quelques romans à vous présenter, mais j'ai surtout beaucoup de graphiques. La fin de mon mois a été un petit peu chargée et compliquée. Du coup, je me suis plutôt concentrée sur des graphiques sur la fin. J'ai donc dans ce point lecture 4 romans plus une sorte de roman et pas mal de graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de L'Enceinte Neuve par Ophélie Bruno, publié aux éditions Lynx. Je vous parlerai ensuite de ma lecture en version audio de Une bête au paradis par Cécile Coulon. Après, je vous parlerai de ma lecture des Guerres intérieures par Valérie Tongpong. Et je vous parlerai également, côté roman, de ma lecture de R par Bercia Ouscali et Raphaël de Andriis. Côté graphique, pour faire la transition entre graphique et pas graphique, je vous parlerai du tome accessoire de The Promised Neverland, donc la lettre de Norman, qui est en fait une sorte de roman. Je vous parlerai également du coup de ma lecture du tome 9 de The Promised Neverland. Je vous parlerai de ma lecture de la suite et de la fin de la série Terre Marumae par Mari Yamazaki. Et je vous parlerai de ma lecture des enquêtes d'Enola Holmes, donc le premier tome de cette série de bande dessinée par Serena Blasco, qui est l'adaptation en fait d'une série de romans. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec L'Enceinte Neuve par Ophélie Bruno. Il s'agit ici donc d'un roman publié aux éditions Lynx que j'ai reçu dans un super coffret presse avec plein de petites choses super sympas en rapport avec le roman, à l'effigie du roman et de son univers. C'était vraiment très travaillé et très sympa de recevoir tout ça. L'Enceinte Neuve, c'est un roman qui fait un petit 500 pages, mais bon voilà, c'est écrit quand même assez gros, c'est un récit qui est assez prenant, donc pas trop de soucis de ce côté-là. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, il y a eu une épidémie meurtrière et du coup toutes les populations se sont regroupées sous forme d'enceintes. Il y a différentes enceintes donc, et nous forcément, vu le titre, on suit ce qui se passe dans l'enceinte 9. Et dans cette enceinte 9, on va suivre le personnage de Isa, qui est cette jeune femme. Et Isa, en fait, est une sorte de... est une fille qui a en gros été trouvée dans une poubelle quand elle était petite. Elle a été recueillie par notamment une femme qui est une dirigeante en gros maintenant. Elle est devenue en quelque sorte sa pupille, mais elle a quand même grandi dans une forme d'orphelinat, etc. Elle y a rencontré sa meilleure amie avec qui elle vit depuis toujours, et les deux sont maintenant donc de jeunes adultes et elle passe les concours pour rentrer à l'équivalent de la police. Lorsqu'elle rentre à la police, du coup, notamment, Isa, vu qu'elle est agent de terrain, se voit greffer une sorte d'entité, se voit greffer en fait c'est une sorte d'amélioration en gros qui lui est proposée pour sa vision et du coup avec une puce, etc. Au niveau de son œil et on suit vraiment donc tout ça, sauf qu'on apprend également que l'enceinte commence un petit peu à montrer des limites dans le sens où certaines ressources ne sont pas illimitées et commencent un petit peu à s'épuiser, d'autant plus qu'il y a de la population dedans, etc. Donc voilà, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Isa avec sa meilleure amie, dont je n'ai plus le prénom en tête, vont en fait partir en quelque sorte en exploration. Elles partent dans un endroit qu'elles connaissaient quand elles étaient plus jeunes et là-bas elles vont tomber sur des personnes en fait qui vivent en tant que surnuméraires, donc ils ne sont pas enregistrés auprès de la gestion qui gère l'enceinte 9, mais en fait ces personnes-là existent quand même et elles vivent un peu en marge de la société, elles n'ont pas justement le même accès aux ressources, etc. Et du coup voilà, on va suivre tout ça. J'ai trouvé ça plutôt intéressant et donc en fait ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est qu'il va y avoir un événement qui va se passer et cet événement va changer un petit peu la vision d'Isa sur les choses. Pendant 10 jours elle va disparaître et ensuite elle a un peu d'autres convictions. Ce que j'ai trouvé dommage en fait, c'est qu'on ne la voit pas pendant ces 10 jours et que du coup on n'a pas forcément tout son cheminement intérieur qui fait qu'elle décide à changer. On le comprend par rapport aux événements qui se passent, mais j'aurais bien aimé qu'il soit plus abordé, plus directement abordé. Sinon pour l'ensemble j'ai trouvé que la psychologie des personnages était intéressante, que l'univers était plutôt intéressant aussi, que le récit était globalement assez prenant même s'il y avait quelques parties un petit peu longues. Donc voilà, ça a été plutôt une bonne lecture, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites choses qui ont fait que je ne suis pas complètement entrée dedans. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20, donc voilà, ça a été une bonne lecture mais avec quelques petites choses à noter quand même de mon côté. Ensuite, je me suis lancée donc dans Une bête au paradis par Cécile Coulon. C'est un roman qui a fait beaucoup de bruit en cette rentrée littéraire. Il est sorti aux éditions de l'Iconoclaste et il est donc également disponible notamment sur Audible en version audio. L'histoire d'Une bête au paradis, en fait, c'est l'histoire d'une ferme qui est nommée le Paradis, qui est vraiment perdue à la campagne. Et dans cette ferme, il y a Émilienne. Émilienne est une vieille dame en fait qui dirige la ferme. Et Émilienne en fait grandit entourée de
plusieurs jeunes qu'elle a un petit peu recueillis. Il y a tout d'abord Blanche et Gabriel qui sont ses petits-enfants. Leurs parents ont été tués dans un accident de voiture très violent et du coup voilà, elle a recueilli les deux petits-enfants pour les élever avec elle dans cette ferme. Il y a également le personnage de Louis qui est un personnage qui est un petit peu en rupture avec ses parents, avec sa famille et qu'elle décide d'héberger en échange de quoi il travaille vraiment pour la ferme. Lui il a une relation un petit peu particulière puisqu'il n'est pas vraiment, il fait pas vraiment partie de la famille, en même temps il vit avec eux, donc voilà, c'est un petit peu particulier. Et puis on a le personnage d'Alexandre qui va arriver dans le récit. Alexandre n'habite pas au paradis, mais Alexandre va devenir l'amoureux de Blanche qui est vraiment notre personnage principal. Et en fait, cette relation va vraiment avoir beaucoup d'impact sur Blanche, ça va la faire énormément changer, ça va la faire découvrir une féminité, mais ça va également la faire découvrir une part beaucoup plus sombre d'elle lorsqu'elle est déçue, lorsqu'elle est en colère. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, voilà, l'évolution du personnage de Blanche, et notamment par rapport à celui d'Alexandre. Après c'est un récit que j'ai trouvé du coup intéressant au niveau de la psychologie des personnages, au niveau vraiment des notions d'attachement à la terre également, mais c'est un récit dans lequel j'ai pas complètement réussi à entrer. En fait les personnages sont quand même assez particuliers et du coup j'ai pas réussi à m'y attacher et du coup voilà, je suis pas complètement entrée dans le récit. À côté de ça, voilà, c'est un récit qui est un peu bizarre et assez particulier à appréhender. Je sais pas, peut-être que c'est un récit qui pour le coup aurait peut-être mieux marché avec moi en livre papier, dans le sens où je sais pas, peut-être voilà, que ça aurait été différent, même si la lecture audio était bien faite. Enfin je sais pas trop, c'est un récit que j'ai eu un petit peu de mal à appréhender, dans lequel je n'ai pas complètement réussi à rentrer non plus. Après j'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé que l'histoire était intéressante, que la psychologie était intéressante, etc. Mais voilà, je n'ai pas complètement réussi à adhérer, j'ai mis la note de 16/20. Donc ouais, du coup c'est vrai que ce livre a pas mal divisé, soit ça a été le coup de cœur de la rentrée littéraire de plein de personnes, c'est pas mon cas, soit ça a été une lecture qui a vraiment été pas du tout appréciée par d'autres, et c'est pas mon cas non plus. Bon, je suis un petit peu au milieu des deux. Ensuite j'ai donc lu Les Guerres intérieures par Valérie Tonkong. Je m'excuse pour cette luminosité, mais il y a des nuages et ça n'arrête pas de varier et c'est chiant. Voilà. Bah voilà, quand je dis ça, ça va un peu mieux. Du coup, Les Guerres intérieures de Valérie Tonkong, il est publié aux éditions J.C. Lattès, il est sorti également pour la rentrée littéraire. Valérie Tonkong, je crois que je ne l'avais jamais lu, que c'était mon premier d'elle. Et du coup, l'histoire des Guerres intérieures, c'est une histoire dans laquelle on suit différents personnages. On a tout d'abord le personnage de Pax Monnier, qui est un acteur qui rêve de faire décoller sa carrière. Il a une quarantaine d'années à peu près. Il se dit voilà, il serait temps que sa carrière décolle. Et il est justement convié à un casting très important. Le soir où il est convié à ce casting très important, il entend des bruits très bizarres dans son immeuble. Il se doute qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est pas normal, mais il décide de ne pas intervenir parce qu'il se dit non, il faut que je parte à l'heure, il faut que je sois à l'heure à mon casting, il faut que j'y aille, c'est le truc important dans ma vie. Et du coup il va y aller, il ne va pas intervenir et il va apprendre un peu plus tard qu'un jeune homme a été très sauvagement agressé et quasiment laissé pour mort, et il s'agit d'Alexis qui est donc l'un de ses voisins. Donc il y a effectivement déjà une part de culpabilité puisqu'il se dit bah peut-être que j'aurais pu l'aider, et cette culpabilité forcément va encore plus s'accentuer quand Pax va rencontrer une femme de son âge dont il va tomber plutôt amoureux, et que cette femme c'est la mère d'Alexis. Donc voilà, du coup il va être amené à rencontrer Alexis qui ne sait absolument pas que Pax est son voisin, et d'autant moins que il est au courant de ce qui s'est passé et qu'il aurait pu peut-être intervenir. Et donc on a toute cette histoire justement de guerre intérieure, de culpabilité, voilà, ce qui est marqué au dos, c'est que ça traite un petit peu de la lâcheté ordinaire des gens dans la vie de tous les jours. Voilà, donc on a tout ça qui est abordé. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que justement les personnages, on voit bien justement le personnage de Pax, comment il est hésitant entre tout ça, il n'a pas envie de perdre Rémi qu'il aime, et en même temps il se dit que voilà, ça peut pas durer comme ça, qu'il y a bien un moment où il va falloir que ça sorte. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le personnage d'Alexis est extrêmement perturbé par tout ce qui lui est arrivé, il n'ose plus de sortir de chez lui, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui entrent en compte. Le récit est assez court, il fait à peu près 230 pages. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien apprécié le récit, j'étais vraiment prise dedans. Le problème c'est que la fin qu'on attend, donc tant le moment où il y a la révélation qui finit par arriver, il est finalement un peu survolé, je trouve. Pour moi, j'aurais aimé qu'il soit plus développé, puisque voilà, j'attendais vraiment grandement de voir ce qui allait se passer au moment de cette annonce. Et voilà, j'étais un petit peu déçue de ce côté-là, mais sinon dans l'ensemble c'est un récit que j'ai bien apprécié, et ça m'a donné en tout cas envie de continuer à découvrir les romans de Valérie Tonkong. J'ai mis la note de 16/20.
Le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de R par Bertil Scali et Raphaël de Andriis. C'est publié aux éditions Michel Lafon. Et ici, on est dans un récit donc, qui est sous-titré Écologie, la démocratie a échoué, l'heure de la dictature est venue. En gros, ça se passe en France et on suit... en gros, donc ça se passe en France. Aux dernières élections, il y a une femme, une présidente qui a été élue. Et cette présidente, en gros, veut apporter vraiment un vent de nouveauté. Elle a décidé notamment de faire de l'écologie une énorme priorité. Ça se passe en France, je sais pas exactement en quelle année ça se passe, mais je crois pas que ça se passe dans très longtemps. Donc voilà, l'écologie du coup devient une énorme priorité et notamment chaque personne, on peut en gros déterminer son impact écologique. Tout ça peut être mesuré par plein de choses et nous, le personnage principal qu'on suit, qui est également notre narrateur, c'est le personnage de Samuel Bourget. C'est un père de famille qui n'a pas une empreinte écologique très chouette parce qu'en gros, l'écologie en gros pour lui c'est pas une priorité, c'est quelque chose où il est en mode oui c'est bien mais il ne fait pas grand chose pour mettre ça en œuvre dans sa vie il continue à vivre un peu comme un peu n'importe qui. Sans faire vraiment attention en se disant que bah oui mais moi ma voiture qui pollue je m'en fous, je l'aime bien, moi j'aime bien manger de la viande rouge et tant pis s'il y a des élevages intensifs derrière, etc. Enfin bref, voilà en gros l'idée. Et du coup en fait justement toute cette présidence etc qui est en train de se mettre en place commence un petit peu à se durcir et ils veulent en gros punir les différentes personnes qui ne respectent pas leurs règles. Et quand le personnage de Samuel commence à trouver que ça chauffe un peu pour ses fesses, il décide en gros d'embarquer toute sa famille pour partir dans l'Aubrac. Ils mettent carrément tout un plan en œuvre pour faire croire qu'ils sont partis en Russie etc alors que donc ils partent juste dans l'Aubrac, donc en fait ils restent en France. On voit vraiment toute cette fuite, comment elle s'organise et finalement le retour à la nature qui s'accompagne également. En fait ce récit, le truc c'est que j'ai trouvé que l'aspect au niveau des idées et de l'idéologie est plutôt très bien développé du côté en fait du côté politique, de comment l'écologie entre dans la politique, comment est-ce qu'il y a certaines dérives également qui commencent à se mettre en place, toutes les différentes choses autour de l'écologie, etc. Tout ça a été vraiment très bien développé. La fuite, comment la vie en société s'organise un petit peu en marge dans l'Aubrac, etc. Par contre, au niveau du côté roman, j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper prenant, que ça traînait parfois un peu en longueur. Voilà, en fait c'est plutôt l'aspect roman qui m'a plus dérangée, alors qu'au niveau des idées etc qui étaient proposées, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais voilà, du coup j'étais pas complètement prise dedans, j'ai mis la note de 15/20. Après du coup j'ai continué la série The Promised Neverland. Pour vous parler rapidement du tome 9, alors en fait The Promised Neverland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'enfants qui grandissent dans une sorte d'orphelinat et ils vont apprendre que l'orphelinat leur cache des choses et ils décident de s'enfuir. Dans le tome 9 ils se sont enfuis depuis longtemps le personnage d'Emma, qui est cette jeune fille, va se retrouver un petit peu isolée des autres. Et il va y avoir toute une sorte de plan etc qui est mis en œuvre comme souvent. J'ai pas beaucoup apprécié ce tome, en fait, si je l'ai bien aimé, j'ai mis la note de 16/20 donc j'ai bien aimé, mais par rapport aux autres tomes, c'est loin d'être mon tome préféré. En fait, déjà du coup Emma est séparée des autres personnages et moi j'aime bien suivre tous les autres personnages. Et puis je trouve que le récit commence à montrer certaines faiblesses, à montrer certaines récurrences en tout cas, qui commencent un petit peu à peser. Le récit, The Promised Neverland, la série fait déjà je crois 18 ou 19 tomes peut-être en VO, donc en japonais, et voilà, je commence à me demander si je vais vraiment continuer à suivre tout du long cette série, puisque voilà, je commence à trouver qu'il y a certaines faiblesses quand même. Donc voilà globalement pour ce tome 9, même si on apprend quand même des choses intéressantes. Et pour ce qui est donc du roman La lettre de Norman, comme je vous disais, donc c'est sous forme de roman. Et en fait donc Norman à un moment laisse une lettre à ses amis Ray et Emma, et c'est cette lettre-ci qu'on va suivre. C'est une lettre en fait... moi je m'attendais du coup à ce qu'il explique en fait son choix et pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ça se passe dans le tome 3 je dirais, peut-être quelque chose comme ça, 3-4 peut-être. Je m'attendais à ce qu'il explique vraiment son choix et en fait non. C'est un récit dans lequel on a principalement en fait 4 nouvelles qui sont des nouvelles qui traitent en fait de la vie quotidienne à la Grassfield House des différents orphelins. Mais ce sont des nouvelles que j'ai trouvées souvent un peu chiantes, pas très bien écrites ou pas très bien traduites en tout cas. Enfin voilà, je me suis globalement quand même pas mal ennuyée. J'ai quand même poursuivi jusqu'au bout parce que j'attendais de voir justement le moment où Norman parlerait un petit peu plus de ses choix. Il n'est pas vraiment arrivé, donc voilà, j'ai trouvé que c'était malheureusement complètement dispensable pour moi.
et pas très intéressant et pas très bien écrit ou pas très bien traduit. Enfin voilà, donc pas du tout une réussite pour moi de ce côté-ci. J'ai mis la note de 12 sur 20. Ensuite, j'ai donc enfin fini la série Terma Romae. C'est une série de Mari Yamazaki, c'est une série que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. J'avais lu le premier double tome avec les tomes 1 et 2 il y a pas mal de temps maintenant aussi. Et je l'ai laissé traîner, je me suis dit que là voilà, il était enfin temps d'en finir avec cette série. Et du coup j'ai lu donc les tomes 3, 4, 5 et 6 et du coup j'ai terminé le récit. L'histoire de Terma Romae, j'aime vraiment bien le concept. En gros on suit l'histoire d'un jeune architecte romain qui est donc dans l'Empire romain. Et en fait il est chargé de construire notamment des thermes et des bains. Et quand sauf que à plusieurs reprises dans le récit, en fait quand il entre dans l'eau, et bien, ou quand il tombe dans l'eau, et bien en fait il se réveille dans l'eau, mais au Japon, quasiment à l'époque actuelle. Et du coup il découvre différentes choses du Japon de l'époque actuelle et les importe en quelque sorte. Après quand il revient à Rome, en fait ça lui fait des idées, il les importe. Et du coup il devient un architecte très connu, très réputé pour ses idées notamment novatrices. Et j'aime bien tout le principe de cette série et que je trouve plutôt sympa. J'aime bien également le fait que Mari Yamazaki a vraiment développé du coup deux styles de dessin différents. L'un qui est vraiment propre à la Rome antique et l'autre plus au Japon actuel, et on voit du coup vraiment le décalage quand le personnage romain se retrouve au Japon, ce que j'ai trouvé très chouette. Donc voilà, les tomes 3 et 4 sont plutôt prenants. Je crois que c'est dans le tome 3, oui c'est dans le tome 3 où il rencontre en gros son homologue japonais et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. À partir du tome 4, il fait la rencontre d'une jeune femme qui va devenir importante ensuite. Et dans le tome 5, on a le grand-père de cette jeune femme, et le grand-père de cette jeune femme est chiropracteur, et il est super important dans le récit, donc j'étais très contente, voilà. C'était ma petite satisfaction personnelle. En tout cas, voilà, c'est une série que j'ai pris plaisir à continuer à suivre. J'ai mis la note de 16 sur 20, je crois, à l'ensemble des tomes, peut-être de 17 au dernier. En tout cas, voilà, c'est une série que j'ai pris plaisir à suivre, que je vous recommande. En plus de ça, donc c'est une série terminée en 6 tomes, ce qui est plutôt pas mal, et au niveau des idées etc développées, je la trouve vraiment sympa. C'est souvent assez drôle, j'aime bien les dessins, enfin voilà, il y a pas mal de choses positives dans cette série. Et du coup pour terminer, j'ai lu le premier tome de la bande dessinée Les enquêtes d'Enola Holmes, donc c'est d'après le roman de Nancy Springer. Le premier tome s'appelle La double disparition et c'est écrit par Serena Blasco. Ensuite dans cette bande dessinée, Enola Holmes, qui est du coup la petite sœur de Mycroft et Sherlock Holmes, qui va elle aussi commencer un petit peu à mener des enquêtes, notamment le jour où sa mère disparaît gentiment. Et à la disparition de sa mère, ses deux grands frères vont du coup revenir. Elle les a pas vus depuis longtemps, ils ne vivent pas avec elle. Et bon, ils ont un petit peu des plans pour elle, elle n'est pas super satisfaite de ces plans-là, donc elle va également décider de disparaître à son tour pour mener également son enquête de son côté. J'ai bien apprécié, en fait, je sais pas pourquoi, quand je l'avais acheté ça me tentait bien, et puis après ça me tentait plus. Et du coup voilà, j'avais un petit peu d'appréhension en le commençant, et en fait j'aime vraiment bien en plus les styles de dessin, tout est fait à l'aquarelle, avec des planches vraiment très colorées, et j'ai bien apprécié. Du côté de l'histoire c'est plutôt sympa aussi, et on a des planches à la fin qui montrent en fait vraiment le carnet d'Enola, les questions qu'elle se pose, comment elle résout différentes... et comment elle décode également certains textes qui lui sont donnés à un moment. Il y a toute une histoire avec les fleurs et telle fleur veut dire telle chose, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça a plutôt été une bonne surprise du coup pour moi, parce que je sais pas pourquoi je m'attendais à pas forcément énormément aimer. Après, je sais pas si j'achèterai des tomes, mais je me demande s'ils sont pas disponibles à ma médiathèque, et du coup, bah, s'ils sont disponibles, pourquoi pas continuer comme ça cette série, parce que j'ai trouvé quand même plutôt sympathique, et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20 à ce tome-ci. Si ça vous tente, si vous aimez bien le côté un petit peu enquête, etc., je pense que notamment ça plaira beaucoup au public cible, qui est plutôt plus des enfants. Mais en tout cas voilà, ça a été une bonne lecture pour ma part. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres et s'ils vous ont plu vous aussi, si je vous ai donné envie d'en découvrir. En tout cas, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures, de nouveaux livres. Salut!